Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Michael, la question qui est sur toutes les lèvres ces derniers jours, comment peut-on faire sortir l'islam de cette crise qui commence à peser très lourd sur les musulmans, mais aussi sur la société française? D'abord, discuter de comment faire sortir l'islam de la crise, ça c'est une question qui ne concerne pas aujourd'hui, je suppose, parce que nous sommes en train de discuter spécifiquement de la France. À l'échelle internationale et à l'échelle française, je pense que la première réponse est que ça dépend des musulmans eux-mêmes. Je veux dire, si les Français sont, en tout cas l'État français, est dans une situation de réaction, pas une crise, soi-disant, dans le monde musulman. Il n'y aurait pas de crise par rapport à l'islam en France, par rapport à ces questions que nous évoquons aujourd'hui. Il y aurait d'autres questions, par exemple l'intégration, par exemple le préjudice ou le racisme, par exemple la pauvreté relative, etc. Mais aujourd'hui, nous discutons d'une crise qui évolue face à une question de terrorisme, d'intégrisme, d'extrémisme qui est perçue comme une menace en France. Il faut bien le déliné comme ça. Dans un certain sens, il y a aussi une question de la perception que l'islam devient de plus en plus militante et de plus en plus, intégriste. Est-ce que c'est vrai tout ça? C'est difficile à le quantifier parce que, en même temps, en France, nous avons une situation où je dirais que la plupart des personnes de culture musulmane ne sont pas nécessairement aussi des personnes de pratique musulmane. Donc, il y a tellement de questions. Donc vraiment, je crois que le problème que je vois en France aujourd'hui est un problème de destination. Où est-ce que l'État français veut aller? Est-ce que cette réponse est bien déliée? Je suppose que généralement parlant, on veut que tout le monde vive en paix, on voudrait que tout le monde vive avec le respect de l'autre, etc. Mais est-ce que les jalons sont bien posés pour en arriver là? Et je crois que c'est la question qui n'est pas posée assez souvent. Je trouve que aussi bien en France que dans d'autres pays, il y a une réactivité, et cette réactivité se traduit plutôt par un effort de contrôler. Mais ce n'est pas nécessairement par rapport à la vraie question de l'islam à l'international. Parce que comme tu le sais, comme nous le savons tous, l'islam n'est pas une religion qui est organisée du haut. Il n'y a pas un islam qui est reconnu internationalement comme porteur de la vérité. C'est plutôt très fragmenté. Donc, est-ce qu'il est possible, en France, de dire qu'il faut avoir une structuration de l'islam, tandis qu'on ne sait pas quel est l'islam qui est structuré, sauf si c'est l'État français qui décide, voilà, ça c'est l'islam qu'on veut ou ça c'est l'islam qu'on veut pas. Donc c'est une histoire d'organisation de proximité. Comment? C'est une organisation de proximité, donc c'est une organisation d'un pays à un autre. Je pense que oui. Je pense que il n'est pas du tout donné
que la réponse en France par rapport à cette question soit la même que la réponse aux États-Unis ou la réponse au Maroc. Par exemple, aux États-Unis, là, j'ai entendu dans les différentes réactions que il faut éviter le financement des édifices de l'islam par de l'étranger. Tandis que j'étais récemment dans une très grande mosquée qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Washington, aux États-Unis, qui était financée presque entièrement par l'État turc. Et j'ai l'impression que les Américains acceptent bien cet état de fait. En tout cas, moi, je travaille beaucoup dans le domaine du dialogue entre religions aux États-Unis et ailleurs. Et pendant tout le temps que j'étais aux États-Unis récemment et que j'ai côtoyé ceux qui allaient à cette mosquée et ceux qui parlaient de cette mosquée, je n'ai pas entendu de plainte par rapport au fait que ce financement vienne de l'État turc. Bon, bien sûr, si ça avait été financé par Daesh, ça aurait été une autre paire de manches. Donc, je crois que cette question est toujours en réponse par rapport à un genre d'islam, à une expression d'islam qui est considérée compatible avec la loi et les valeurs qui sont dans un pays proprement dit. Je crois que par rapport à la France, quand on parle de l'idée qu'un édifice musulman en France soit financé par l'État, ça révoque aussi la question, est-ce que ces mêmes édifices pour les catholiques ou les protestants ou les juifs devraient être aussi financés par l'État? Il y a tellement de questions qui s'imbriquent dans toute cette question qui se trouve sous la coupe organisation de l'islam en France. Donc, je pense que la première question, c'est est-ce que les musulmans, de façon générale, veulent être organisés de cette façon par l'État français? Je crois que c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut faire un référendum, donc on ne peut pas le faire vu qu'on n'a pas les statistiques réelles des musulmans. Dans ce cas-là, comment on va faire pour consulter ces musulmans, vu que on n'a pas le droit d'avoir le nombre exact de musulmans en France pour leur poser la question. Moi, ce qui m'intéresse dans cette boîte à idées, c'est de savoir le comment et pas le pourquoi, mais le comment pour faire sortir l'islam de cette scène. Bien sûr, mais je crois que personnellement, je crois qu'il faut diviser, il faut scinder des choses dans différentes catégories. Le terrorisme est un crime. Il faut le traiter comme un crime. Il faut le traiter au niveau judiciaire. La traite de la criminalité est aussi un crime. Et si ce n'est pas un crime, ça devrait l'être. L'influence des jeunes par l'Internet pour être criminel est un crime. Donc, pour moi, c'est assez simple de le diviser comme ça, c'est-à-dire de dire qu'il y a une partie de la problématique qui existe vis-à-vis de l'islam qui vient d'une perception que c'est tout l'islam qui est concerné. Pour moi, s'il y a une solution, c'est déjà de diriger la réponse par rapport aux questions qui sont concernées. Ce n'est pas tous les musulmans, de loin de là, qui sont en train d'être influencés d'une façon révolutionnaire par les idées qui viennent de l'extérieur. Mais ceux qui le sont, ça c'est d'abord à la communauté musulmane de se référer à cela et décider ce qui est acceptable ou pas par rapport à la religion, premièrement. Deuxièmement, si ça diverge vers la criminalité, c'est à l'État français de faire face à ces histoires-là en tant que crime. Je crois que si on ne le voit pas comme ça, si on ne divise pas le crime la criminalité est une criminalité partout au monde. Et si on essaie de faire l'amalgame entre cette possibilité de crime, on est rentré dans un monde futuriste où on dit que tout musulman est capable de devenir criminel selon les circonstances idoines.
ce n'est pas possible comme raisonnement. Ce n'est pas acceptable comme raisonnement parce que ça nous fait revenir à un monde purement de division et divisé surtout par une question culturelle et raciste. Donc je crois que la première solution est d'abord de travailler avec les communautés musulmanes pour faire face à une divergence qui peut devenir criminelle, qui proviennent quelquefois de l'intérieur des lieux et des parties de la France où habitent les musulmans. D'accord, on sait que ça peut naître dans ces lieux-là. Comment travailler avec la communauté musulmane et la communauté immigrée pour faire face à ça? Je crois que pour dire qu'on va organiser l'islam avec les musulmans. Pour représenter les musulmans, pour moi, c'est un départ qui est un non-lieu pour moi. Je ne vois pas d'ici 10 ans ce que ça va être. Et c'est comme ça qu'il faut regarder cette chose. Comment est-ce que ça va paraître? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Si on a ce monde-là, est-ce que ça va plus rapprocher les musulmans en France de l'expression des valeurs françaises où il y a une unanimité sur ces valeurs, ou est-ce que ça va plus les repousser et les diviser? Et pour l'instant, je n'ai pas vu d'argument qui me convainque que l'organisation de l'islam, sauf éventuellement pour dialoguer avec l'État, je ne vois pas comment cette organisation peut représenter les musulmans. Et je ne vois pas non plus comment ça va empêcher la venue de mauvaises idées et d'idées anti-France en France. D'accord. Les choses sont claires, Michael. Il nous reste une quinzaine de minutes et j'aimerais bien évoquer avec un fin connaisseur de la diplomatie marocaine, un fin connaisseur de la diplomatie maghrébine et arabe. Et il y a des sujets qui rentrent aussi dans la discussion et je crois que vous avez bien suivi un petit peu l'actualité marocaine. C'est presque la même question que j'ai posée à M. Emmanuel Dupuis. La question de la dernière décision de la Cour européenne contre le Maroc, donc, et aussi ce dopage, j'ose dire, du Polisario pour attaquer le Maroc maintenant sur le plan africain, pour les mouvements dans la frontière avec la Mauritanie. On voit que ces gens-là prennent cette décision de la Cour européenne comme un argument de force pour attaquer le Royaume du Maroc. Selon vous, comment peut-on arriver à une telle situation que le Maroc, depuis plus que 30 ans, a toujours maîtrisée? Pour être précis, tu es en train de parler, si je comprends bien, de la décision par rapport à la pêche. Exactement. Aux abords exactement. du Sahara. Exactement. Ok. D'accord. Et tu es en train de parler également de la communication provenant du Polisario par rapport à cette décision et par rapport à maintes autres choses. Si je comprends bien. C'est bien ça. C'est bien ça. Mais je pense que il y a comme partout, il y a une bataille de communication qui existe. Et cette bataille de communication, aujourd'hui, dont on parle, existe entre les communicants du Polisario et leurs amis, et les communicants du Maroc et leurs amis. Et ils communiquent sur une question qui concerne un peuple du Sud, qui est un peuple qui, soi-disant, est représenté d'un côté par le Polisario et de l'autre côté est représenté par l'État marocain parce que l'État marocain enveloppe tout le territoire où il habite et historiquement est lié très fermement à ce peuple. Bon, je crois que la différence et ce qui donne très souvent la main haute aux anti-marocains dans cette communication, c'est que d'un côté, on présente
les revendications d'un peuple par rapport à une situation donnée, en l'occurrence, un peuple qui dit vouloir une soi-disant autodétermination. Et de l'autre côté, nous avons le Maroc qui également dit qu'il représente l'autodétermination dans la forme d'une autonomie qui existerait dans les provinces du sud du Maroc. Je crois que le problème, souvent vu de l'externe, est que le Maroc ne prend pas le même langage du Polisario pour le retourner contre le Polisario. Je crois que la communication qui va vers l'externe est souvent une communication d'État et pas une communication d'un État dont son peuple, en l'occurrence les Sahraouis, est vraiment un peuple chérié par l'État marocain. Je veux dire par cela que, d'un côté, vu de l'externe, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier aux États-Unis, on voit souvent le Maroc qui est considéré comme un État donc très grand, très fort, et qui impose sa décision sur un territoire, tandis qu'on voit de l'autre côté un petit peuple perdu dans le désert en Algérie qui ne veut que, disons, faire état de sa situation et se faire représenter légalement par une indépendance ou bien une autodétermination. Et je crois que c'est là où le bas blesse. Je crois que le Maroc aurait avantage à parler de son peuple, comme il parlerait de tout son peuple d'ailleurs. C'est pas uniquement le peuple sahraoui, mais dans le cas d'espèce, je crois que en tant que communicant, si je pouvais communiquer avec l'État marocain, et je leur dirais, faites valoir mieux votre amour pour votre peuple du Sud, parce que c'est ça que, si à partir du moment que on voit à l'extérieur que le peuple est apprécié, aimé, pas plus que d'autres peuples nécessairement, mais tout autant, je crois que à ce moment-là, il est plus facile de parler de comment on représente les droits de ce peuple. Est-ce qu'il y a une carence selon toi d'amour ou d'expression d'amour par rapport à ce peuple? Je ne sais pas s'il y a une carence d'amour. Moi, quand je vais au Maroc, je trouve qu'à l'intérieur du Maroc, souvent, on parle que l'État marocain parle de son peuple dans son entièreté avec beaucoup d'amour. Il y a une relation entre la monarchie et le peuple qui est très connu et qui est une expression d'amour, je crois, y compris pour la population du Sud. Non, moi je parle de la population du Sud, spécifiquement. Non, mais y compris pour la population du Sud. Je ne crois pas que dans le langage que j'entends à l'intérieur du Maroc, que cette population soit ignorée dans la communication qui existe à l'interne. C'est par rapport à l'externe que je trouve que souvent, la question est posée par rapport à des références historiques ou bien par rapport à une question politique, mais très rarement à un niveau culturel. C'est-à-dire que, est-ce que à l'extérieur du Maroc, on parle du patrimoine marocain, que représentent les populations du Sud? Sûr. Est-ce qu'on met en avant la nécessité et la volonté qu'on voit sur place d'ailleurs d'éduquer cette population, de travailler avec cette population, de faire attention aux besoins et aux droits de cette population? Est-ce qu'on le met en avant à l'extérieur? C'est là peut-être il y a un déficit. Parce que souvent, ce qu'on voit à l'extérieur, ce sont des représentants de la population du Sud qui parlent en faveur du Maroc, qui soutiennent une position politique marocaine, mais il est assez rare que je vois l'inverse, que le Maroc parle à l'extérieur de
de comment il soutient aussi, disons, la spécificité, la culture de cette population du Sud. Ce n'est pas qu'il manque au Maroc cette affinité et cet amour pour son peuple. Je pense que ça ne manque pas. Mais je pense que c'est vers l'extérieur qu'on voit rarement que ça soit exprimé d'une façon similaire. Moi, je prendrais, si je pouvais, moi, je ne peux pas me mettre à la place des communicants marocains. Ils travaillent sur ce dossier tout le temps et c'est très important pour eux, c'est une priorité. Donc, je suppose qu'ils ont beaucoup plus de ressources que j'ai. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une réactivité. Souvent, la communication qui existe provenant du Maroc est en réaction par rapport à un problème. C'est ça. Que ça soit un problème au niveau de l'Union européenne ou que ça soit un problème par rapport à une communication qui vient du Polisario. Il est rarement proactif. Il est rarement réfléchi en termes de on va vaincre le problème avant que ça devienne un problème. C'est comme ça que je répondrai. Parce que là, j'ai vu te lire, Michael, un article de Jeune Afrique récent, donc on date du 15 mars 2018, un article où on montre la photo de M. le ministre des Affaires étrangères, M. Bourita, où ils disent le Maroc, la garde rapprochée de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères. Et ils ont rajouté ils ont donné les noms des personnalités, Omar Hilal, le représentant permanent du Maroc à l'ONU. Ils ont rajouté aussi James Christopher, lobbyiste à Washington. Ils ont rajouté aussi M. Taïb Fassil Fihri, conseiller royal. Et Mohamed Metqal, directeur de l'Agence marocaine de la coopération. Donc, il y a un groupe qui travaille sur ce dossier-là. D'après ce qu'ils disent, jeunes africains. Donc, c'est eux qui... Oui. Voilà. Et en même temps, ils annoncent quelque chose de taille et qui est surprenant. Ils disent que la nomination de Mohsin Jazouli fin janvier à la tête d'un nouveau ministère délégué chargé des affaires africaines renforce le ministère marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita dans la gestion des questions liées au continent. Ce gros travailleur, M. Bourita, aime piloter lui-même ces dossiers, en particulier celui très sensible du Sahara occidental, mais qui sont ses proches. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on peut-on parler d'un réel gestion ou bien tout simplement d'un problème de communication par rapport à ce dossier qui touche tous les Marocains. Comme il a dit Sa Majesté, le Sahara, c'est un problème de chaque Marocain. Toutes ces personnalités dont tu as parlé sont des personnalités très connues et très respectables. Je pense que... Et de toute façon, depuis des années, il y a eu beaucoup de comités, il y a eu même des caucus qui représentaient les Sahraouis à partir du Sahara. Il y a eu des quantités d'efforts qui ont été organisés pour réfléchir sur comment, disons, mieux avancer le soi-disant dossier du Sahara. Le soi-disant. C'est une question qui existe depuis très longtemps. Bien sûr. Donc, je ne peux pas juger du travail de certains groupements de personnes ou de certains comités parce que je ne connais pas leur travail. Ce dont je peux parler, c'est ce qui est vu de l'extérieur. Et ce qui est vu de l'extérieur est souvent un peu dans les termes que tu viens de l'évoquer, qu'il y a des instances qui existent pour avancer une politique marocaine. Mais est-ce que cette politique marocaine est vue de l'extérieur de la même façon que c'est vu au Maroc? C'est ça ma question. C'est-à-dire, il ne s'agit plus, je crois, de faire voter simplement une parlementaire ou un congressman en faveur du Maroc. Ça, c'est utile pour une question du jour. Mais si la question est à plus longue durée, il va falloir, à mon avis, changer la perception et afin que la perception soit, comme je le vois personnellement, quand je vais dans les territoires du Sud, dans les provinces du Sud, moi, je vois un vrai effort
de la part du Maroc envers toute la population du Sud. Je vois pas de différence dans cet effort, et il n'y a pas de discrimination dans cet effort. Mais je vois aussi qu'il y a énormément d'activités qui se passent à l'intérieur de ces provinces. Mais le problème, c'est que tout ce que le Maroc fait, et même, je crois que même la volonté du Maroc d'avancer le développement dans le Sud, ces choses-là sont toujours placées à un niveau politique. Tu vois, on a fait ça prouve que nous sommes méritants. Mais le Maroc est méritant sans le prouver. Mais le Maroc ne parle pas de cette relation très spéciale qu'il a avec sa population du Sud. Et je crois que jusqu'au moment où le Maroc ne prenne pas en compte cette façon de communiquer, il va toujours être réactif. Parce que toutes ces questions politiques ne sont pas vues de la même façon à l'extérieur qu'elles sont vues de l'intérieur. Justement, il y a jusqu'un dernier point, c'est parce qu'il me reste 4 minutes, 5 minutes, Michael, et qui rentre aussi dans cette logique de communication, hein, parce que c'est très important. Récemment, on a vu sur YouTube, hein, donc comme tout le monde, hein, une personnalité quand même connue qui est animateur d'une émission TV Maroc, hein, sur la première chaîne, qui a sorti avec une communication de tonnerre contre le Crans-Montana. Qui a mis la responsabilité j'ose dire, hein, comme il a prononcé lui-même, l'échec auprès de la Cour européenne sur le dossier de la pêche, c'est la faute du Crans-Montana. Et il l'a dit, il l'a redit, il a brassé beaucoup de choses. Et en même temps, on voit ce Crans-Montana qui se trouve dans une ville qui s'appelle Dakhla, il est sous le patronage de Sa Majesté. Donc, il y a un problème. Est-ce que peut-on parler d'un problème interne? Ou bien il y a des gens qui cherchent à nuire d'une manière ou d'une autre à la promotion de ce pays. Je dirais qu'il est facile de blâmer un événement pour une décision de l'Union européenne. Je trouve que c'est complètement tiré par les cheveux. C'est-à-dire de dire simplement que le Maroc fait du forcing, parce que je suppose que c'est l'accusation, fait du forcing politique par rapport au Crans-Montana. Je pense que c'est un peu absurde de lier les deux questions. Et pourtant, oui. Non, mais néanmoins, tandis que je trouve que c'est absurde d'un côté, je trouve que c'est logique de l'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une question de communication. Si de l'extérieur, on voit le Crans-Montana comme un événement qui n'existe que pour avancer une politique marocaine, à ce moment-là, ça peut avoir énormément d'impact à l'extérieur, évidemment. Et c'est là où le bas blesse. Je crois qu'on a souvent l'impression que les efforts qui sont faits par rapport au Sud, et je parle encore une fois, vu de l'extérieur, n'existent que pour avancer un dossier politique, mais pas pour d'autres raisons. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu avoir le Crans-Montana dans plein de villes au Maroc. On a décidé de le faire à Dakhla. Bon, parce qu'il n'y a pas de communication préalable par rapport au Sahara, il y a, à mon avis, une perception que ça n'existe que parce que le Maroc veut avancer une question politique. Alors là, on peut parler d'une discussion et d'une critique, mais de dire que le fait de créer un événement comme le Crans-Montana à Dakhla est une raison pour un phénomène qui existe au niveau du tribunal en Europe, je crois que ça va un peu loin. Merci, Michael. Il me reste 40 secondes avant la fin de cette émission. Et bravo par rapport à ce décryptage très transversal. Hein, on parle de religion et on part vers votre spécialité, la communication et la géopolitique. Merci infiniment. Je te souhaite une petite fin de dimanche, hein, parce qu'on est presque, c'est le coucher de soleil ici à Lyon. Et moi aussi, je te souhaite une bonne fin de dimanche et merci de m'avoir invité. Merci, Michael. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.